Je suis Bernard Dossa, alias Copé. Ce Copé qui vient du mot pharmacopée. Et là, ce n'est pas une profession, mais c'est un héritage parce que mes ancêtres vivaient de la médecine traditionnelle. Je suis d'origine Yoruba, d'Ile-Ife. Et mes ancêtres sont des grands prêtres traditionnels, c'est-à-dire des grands prêtres conservateurs des traditions. Et moi-même aujourd'hui, j'ai une partie de cette mission qui est la conservation des valeurs endogènes. Mais avant d'en arriver là, j'ai été journaliste, reporter culturel et culturel, ce qui a fait de moi ce passionné des événements passés, mais plus rattaché à l'histoire du peuple africain qui prennent d'ailleurs leur source, sinon particulièrement leur source de la tradition. Ma mission de rechercher l'origine des personnes réduites en esclavage me vient de mon parcours historique, de mon parcours de chercheur historique, parce qu'il m'a fallu avoir l'inspiration de traduire l'oralité, de le transcrire à travers des écrits pour pouvoir permettre à nos traditions d'exister dans un premier moment. Alors, c'était des histoires que je collectais, mais lorsqu'on parle d'histoire, on ne peut jamais parler de l'histoire sans parler des personnages, sans parler des ancêtres, des premiers hommes. Je suis tombé sur des questions liées à des confidences. Il y a certaines familles qui ont été frappées par l'esclavage et les meurtrissures restent, si nous considérons l'esclavage comme une violence faite aux traditions africaines. Alors, ces traditions détiennent encore des meurtrissures, les séquelles de l'esclavage. Et ils ont parfois, pas une honte, mais ils ont peur de la raconter aux jeunes générations sous prétexte que dans un passé proche, le fait de raconter ces récits aux jeunes générations a beaucoup plus fragilisé la cohésion sociale. Quand on dit la tradition aujourd'hui, on parle de la tradition vaudou. Quand on dit vaudou, ce n'est pas du tout ce que les gens ont diabolisé. Parce qu'il y a une diabolisation de tout ce qui est aujourd'hui africain. Tout ce qui est aujourd'hui us et coutumes africains. Nous sommes dans l'ère, dans la période de leur diabolisation. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler, j'ai foi, nous sommes en train de finir avec cette période et une nouvelle période s'ouvre à nous. Alors donc, nous sommes allés vers la tradition. On a tout fait pour mériter la confiance des patriarches, des reines-mères, des personnes âgées, des rois, des griots, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être pas une source, mais un coursier, s'il faut le dire, de la tradition. Et ce coursier, notre mission, qui est effectivement de transmettre des messages. Il y a cette peur que nous avons de dire aujourd'hui certaines choses. On nous a réduits au silence par des propos très intimidants et ça fait que nous avons horreur de parler, de mieux parler de nous. Cette attitude, ce comportement, cette conduite a fait que bon nombre de jeunes ont pris la fuite au départ, mais aujourd'hui, je peux vous dire, notre association compte 123 étudiants qui couvrent le Bénin, le Nigeria et le Togo en matière de recherche scientifique dans le domaine traditionnel. La particularité de cette recherche, c'est pouvoir apporter la version historique de la tradition victime à la lumière des peuples concernés. Parce que jusque-là, rien n'a encore été dit par notre tradition. Et si la tradition ne dit rien, c'est comme elle joue, elle participe à ce jeu que livre, à ce jeu qui est le pillage, la destruction des identités socio-culturelles de l'Afrique, qu'opèrent les Occidentaux, sinon les savants ou les académiciens occidentaux à son encontre. Donc, il est nécessaire que la tradition donne sa version. Ce que nous avons pu rapporter, c'est de dire à la tradition qu'elle a le droit de nous faire confiance et que nous avons le devoir de transmettre le message sans rien y ajouter, sans rien amoindrir, afin de permettre
aux jeunes générations de prendre par nos pistes pour raffiner ce que c'est que les résultats laissés ou les versions laissées par la tradition en tant que source ou en tant que version historique par rapport à ce qu'il a vécu. D'abord, on vous a dépossédé, vous êtes un arbre dépossédé de sa racine. Il y a de quoi qu'il y ait des bouleversements dans votre vie. Et aujourd'hui, si vous êtes en train de vous rétablir, je parle du peuple martiniquais africain, si vous êtes en train de vous rétablir, c'est dans de vives douleurs. Cette douleur qui est plus ressentie dans le parler du martiniquais, notamment ceux-là qui n'ont aucune connaissance de l'Afrique, de tout ce qui s'est passé en Afrique, afin que les leurs, sinon leurs ancêtres, ne soient déportés pour ici. La réaction du Martiniquais par rapport à certains faits de la société, par rapport à l'histoire de l'Afrique, par rapport à son histoire, est vraiment contraire à ce que nous vivons chez nous en Afrique. C'est-à-dire, il y a des Martiniquais qui pensent qu'ils n'ont plus rien à foutre avec l'Afrique parce que c'est des Africains qui ont vendu leurs ancêtres ou c'est des Africains qui sont restés, qui ont bazardé les leurs. Mais là, je dis, voilà l'un des effets de lavage mental auquel le Martiniquais même refuse d'y apporter des résolutions. Parce qu'il suffit que le Martiniquais se pose la question, mais si les Africains ont vendu les leurs, mais où est l'économie de l'esclavage en Afrique? Mais juste, la réponse à cette question lui apporte d'autres portes d'ouverture intellectuelle qui va l'amener à fouiller ce qui a eu lieu dans le passé et de pouvoir prendre de ce passé des âmes nécessaires pour s'offrir une résolution dans le présent et partant de là construire le futur. Ce qui n'est pas en train d'être fait aujourd'hui. On pense diffuser, vulgariser l'histoire que l'autre a écrit sur nos appartenances socio-culturelles à nous, peuple martiniquais, à nous, peuple africain. Et là, ce n'est pas trop bête, mais je veux seulement dire, il s'agit des conséquences d'une aliénation aiguë. Le Martiniquais européanisé qui rend visite, qui se rend en Afrique, ne peut pas me dire qu'en 5 ans ou même en 10 ans, il est capable d'écrire l'histoire de l'Afrique aujourd'hui. Non, parce qu'il lui sera d'abord difficile de pénétrer nos traditions, les codes de nos traditions, de pénétrer d'abord notre langage, parce ce Martiniquais qui se rend en tant que voyageur en Afrique ne peut pas parler nos langues maternelles et du coup il est bloqué. Le carnet des voyageurs, les blancs, les négriers qui ont tenté de peindre l'histoire de l'Afrique ont peut-être décrit l'apparence géographique et sociétale, s'il faut le dire, de l'Afrique, mais pas ce que l'on peut appeler la psychologie, la philosophie, la sociologie de l'Afrique. Et c'est là où ça fausse. Alors là, quand c'est l'étranger, pire encore, c'est l'ennemi qui écrit votre histoire, et que vous vous concentrez sur ça pour refuser de vous joindre à vos origines, c'est-à-dire de permettre à votre mentalité d'être ce docteur qui va opérer la structure de votre partie sectionnée, c'est-à-dire de votre maître issu, je ne vois pas lequel médecin pourra vous secourir. Ah mais oui, je veux juste dire, il y a des nôtres qui ne veulent pas réfléchir et qui veulent laisser les autres réfléchir à leur place. Quand vous prenez par exemple le Bénin où j'ai quitté, mais il y a des nôtres qui refusent purement la tradition et qui s'attellent à la spiritualité du blanc. Mais c'est ce qui arrive à l'Afrique. Parce que ici, à la fois que le Martiniquais refuse de coopérer avec ses origines, le Daroméen, sinon le Béninois, européanisé, scolarisé, je veux dire, académique, refuse de coopérer avec sa tradition, c'est-à-dire ses origines natales. Mais comment peut-il avancer? Je prends l'exemple sur un arbre qui est debout, qui refuse de coopérer avec ses racines. Mais cet arbre peut vraiment exister. Mais s'il va exister, il ne peut qu'exister en bois de chauffage. Hein. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en tant qu'Africains, en tant que descendants d'Afrique, en tant que alliés, personnes alliées des ancêtres réduits en esclavage. Alors nous ne le disons pas dans
dans un processus, dans une idée, dans une quelconque idée de victimisation. Mais il y a de quoi quand même qu'après des milliers d'années ou des centaines d'années de souffrance, l'on puisse dire stop à l'obstacle, laisser l'obstacle suivre son sens et tourner dos à l'obstacle pour mieux nous reconstruire. Ce que nous ne voulons pas faire aujourd'hui. J'aurais peut-être aimé que la Martinique aille vers ce que l'on appelle la patrimonialisation de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage. Chaque nom de famille africain, chaque nom martiniquais d'origine africaine, ça dit le nom qu'a pris nos ancêtres, les noms qu'ont pris nos ancêtres à l'abolition constituent une partie de notre histoire. Et que chacun de ces noms mérite d'être rassemblé dans un registre par des Africains et renvoyé vers les pays d'Afrique afin qu'on puisse analyser et décoder ce que cachent nos ancêtres dans ces noms qu'ils se sont donnés. Parce que chaque nom africain traduit une histoire. Je prends moi mon exemple. Parmi mes pronoms, j'ai un petit pronom qu'on appelle phénomène, qui veut dire si tu veux rester ici, tu vas rester, mais si tu ne veux pas rester, il faut partir. Mais ce nom, en même temps, est imprimé sur mon visage. Bien que c'est des signes raciaux, mais ce nom, quand vous le voyez porter, on connaît automatiquement ce qu'a enduré les parents avant d'avoir tel enfant. Celui qui me voit et qui est rattaché à la tradition reconnaît déjà quel type de personne il a en face. Et celui qui maintenant, celui qui apprend maintenant mon nom à cet office, le résumé qui s'y est inclus ou qui s'y est caché. Voilà ce que c'est que l'Afrique. Et nous avons ces valeurs que nous sommes en train de laisser aujourd'hui au profit d'une modernisation. Une modernisation, est-ce que c'est diabolique ou vampire? Je ne sais pas. Mais c'est une modernisation qui est à l'image d'une feuille de brousse et qui consume au fur et à mesure que nous avançons à son rythme nos racines. Sans recourir à nos origines, nous ne pouvons en aucun cas nous construire. Je vais vous dire une vérité. Un petit enfant qui a vu son papa abattu par des armes à feu devant lui. Pensez-vous qu'il va oublier cette tragédie toute sa vie? Mais je ne crois pas. La réponse est non. Et pire encore, chez nous, en tant qu'Africains, nos ancêtres, sinon nos origines ne sont pas que humaines. Nos origines sont universelles et d'ordre naturel. L'Afrique, au départ, étant le berceau de l'humanité, a consacré beaucoup d'années à ce que l'on appelle les problèmes, la recherche des solutions aux problèmes de vie. Ce qui a amené nos ancêtres à vivre dans un processus purement primitif. C'est-à-dire qu'ils ont vécu suivant des règles, ils ont vécu en alliance avec leur milieu de vie, c'est-à-dire leur environnement. Et je vais vous parler peut-être de ces pactes ou des contrats universels qui relient nos ancêtres entre 12e et le 15e siècle à leur environnement. Je vous donne des exemples palpables. Quand vous prenez des clans en Afrique, notamment dans l'ère culturelle, à Diatadoke, pour ne pas dire le Bénin, Togo, Nigeria, il y a des personnes qui confiaient leurs difficultés à des arbres sacrés, à des animaux sacrés, qui confiaient leurs difficultés à des eaux, à des fontaines sacrées. Et c'est l'ensemble de ces végétation ou êtres que nous pouvons dire leur apporter des résolutions. Quand vous allez aujourd'hui au Bénin, allez visiter le temple de Python, renseignez-vous sur le rapport entre le clan des Azorwanou avec le Python ou le rapport avec l'Iroko. Vous allez voir qu'à aucun moment, quand vous demandez au Houeda et à Azorwanou de tuer un python, ils vont vous dire jamais nous n'allons pas le faire. Mais pourtant, le python, c'est un serpent qui a aujourd'hui chassé par tout le monde, qui fait peur.
Quand vous allez, non seulement le respect de la nature, mais le respect du rapport qui lie nos ancêtres à la nature et aux êtres animaux, aux êtres animaux ou comme végétal ou végétaux. Cette philosophie animiste les amenait à considérer énormément leur végétation, à prendre du végétation des forces qu'il faut pour pouvoir se mettre au-dessus de leurs difficultés. Et c'est ce que les gens appellent aujourd'hui le vaudou. Si je dois marcher d'ici pour aller en France, et que peut-être je vais juste demander à l'air, à une divinité de l'air d'Ambaraguado de dire, écoute, divinité d'Ambaraguado, je dois aller en France, mais l'heure qu'il fait, je ne peux pas marcher pour y aller, il faut que tu m'aides. Et que du coup, cette divinité va venir me réduire la voie et que je vais me rendre en France en moins de 15 minutes. Je ne sais pas pourquoi je vais diaboliser cette force. C'est tout comme si je suis en train de diaboliser l'énergie, ça dit la lumière. Savez-vous que le courant électrique, l'énergie électrique peut tuer, mais au même moment, l'énergie électrique nous permet aujourd'hui de faire des choses impossibles. En chassant le diable, nous sommes devenus émotionnels et non rationnels. Mais eux, ils sont rationnels, ils vivent selon des lois, mais nous vivons selon l'émotion. Et notre rationalité ne nous dit pas que la domination qui nous rend plus émotionnels, c'est notre rattachement à leur spiritualité et qu'ils profitent de nous pour se construire. Je ne tiens pas des propos racistes, je donne des exemples. Tout beau flatteur dépend de celui qui l'écoute. Et plus sot que celui qui ne veut pas s'ouvrir les yeux et se frayer un chemin parmi des animaux sauvages n'existe pas au monde. C'est comme tu es devant des animaux sauvages qui ne t'attaquent pas encore, mais tu refuses d'ouvrir les yeux pour voir est-ce qu'il y a un petit chemin de fuite. C'est être bête, c'est être mouton. Mais moi, j'ai foi que le peuple martiniquais n'est pas bête, ni mouton. Nous savons réfléchir. Mais il va falloir aujourd'hui que l'on quitte ce processus d'aliénation et que l'on ait le courage de savoir que nos ancêtres n'ont pas été esclavagés parce qu'ils sont des bêtes, mais c'est parce qu'ils sont des grands savants agronomes. Nous sommes des producteurs, mais les autres, ils sont des banquiers, des gestionnaires. Nous produisons, ce sont eux qui fixent le prix de nos productions. La génération actuelle a le devoir de se sacrifier pour la construction de la destinée de nos enfants. Parce que, tôt ou tard, nous allons voir disparaître notre existence au profit des us et coutumes esclavagistes qui va rendre ou qui va éterniser notre peuple dans l'esclavagisme. Et ça veut dire que les générations à venir n'ont plus l'espoir de réussir. Tant qu'une génération ne se sacrifie pas à cette lutte de réconciliation avec soi, d'appropriation de ses propres identités socio-culturelles et culturelles, je ne pense pas que nous avons de devenir ou d'avenir. Il est important même que tout ce que nous devons enseigner désormais soit fait dans nos langues maternelles. C'est la première des choses. C'est par là qu'il faut partir.